Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission qui vous accompagne tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'impact de la politique monétaire menée par la BCE sur le marché immobilier en Europe, avec un focus sur la France, la Belgique, mais aussi l'Allemagne. Nous tenterons de comprendre comment ce qui se passe sur le marché des crédits immobiliers peut avoir un impact sur le marché immobilier dans son ensemble. Nous en parlerons avec Thomas Lefebvre, VP au sein du groupe Aviv. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous resterons dans ces thématiques de contexte économique et d'inflation, puisque nous nous demanderons comment compenser l'impact de l'inflation sur son contrat d'assurance vie et comment utiliser pour cela les unités de compte. Alors les unités de compte, c'est généralement des actions, mais cela peut également être des unités de compte immobilières ou d'autres typologies d'unités de compte. Nous en parlerons avec Cédric Marc, président de Patrimonio Finance, mais aussi avec Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons comme toutes les semaines avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à l'impact de la politique monétaire menée par la BCE sur le marché du crédit immobilier et sur le marché immobilier en lui-même. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Thomas Lefebvre. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes VP du groupe Aviv. Aviv qui détient notamment en France Meilleurs Agents ou Se Loger. Alors, c'est sûr que les marchés financiers suivent de très près les annonces des banques centrales, notamment de la BCE, les différentes hausses de taux de la BCE. Ça a un impact d'ailleurs sur les investisseurs en action sur les marchés financiers, mais ça a aussi un impact, j'ai envie de dire, dans l'économie réelle, ou en tout cas dans l'épargne des ménages qui détiennent de l'immobilier. Quand la BCE monte ses taux, ça peut avoir un impact, selon les pays, sur le prix d'achat ou le prix de vente d'un bien immobilier. On va revenir ensemble sur le contexte, mais il faut bien comprendre cette mécanique qui peut avoir lieu, puisque quand la BCE augmente ses taux, les taux obligataires augmentent également, et ça a un impact sur le crédit, Thomas Lefebvre. Oui, exactement. Surtout qu'on vient d'un monde en fait où le crédit immobilier était particulièrement accessible en Europe, avec des obligations d'État qui étaient faibles d'une manière générale, en tout cas pour les pays comme la France, l'Allemagne et la Belgique, et donc des crédits, des taux d'intérêt pour les particuliers qui étaient aussi faibles. On empruntait à des niveaux records dans chacun de ces pays. Donc on a des prix de l'immobilier aussi qui se sont ajustés en fonction de ces taux. Face à l'inflation qui est élevée, et on va dire même extrêmement élevée par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les 10 dernières années. Pour rappel, en moyenne sur la zone euro, on a une inflation qui est de l'ordre de 10%. Une inflation en France, on est quand même plutôt bien loti avec cette inflation qui est à 6%, même si ça nous paraît quand même extrêmement élevé par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. C'est une inflation qui est élevée, mais on n'est pas à plaindre par rapport à même d'autres pays là plutôt d'Europe de l'Est. Typiquement, l'Estonie fait partie des pays avec l'inflation la plus forte, avec 25% d'inflation, ce qui est énorme. Donc une augmentation des prix là annuelle de 25%. Et donc, pardon ? Oui, non, j'acquiesçais sur cette idée qu'effectivement l'inflation n'est pas forcément égale partout dans les différents pays européens, avec également des projections de croissance pour le continent européen qui laissent envisager une année 2023 plutôt compliquée sur le continent. D'une certaine manière, du coup, pour lutter contre cette inflation, la BCE change sa politique monétaire. Et vu que les projections d'inflation qui sont faites aujourd'hui prévoient du coup de l'inflation qui va rester élevée 2022-2023 et qui devrait retourner vers 2% en 2024 si les mesures qui sont prises par les banques centrales, en gros, arrivent à leur fin. Et c'est tout l'enjeu du coup de ces différentes politiques monétaires avec l'augmentation des taux de la part de la BCE pour essayer de calmer cette inflation qui a un impact très direct, on va dire, sur le marché de l'immobilier et sur les taux qui vont être pratiqués par les banques
sur le crédit immobilier. Et ça a déjà commencé à augmenter de manière quand même significative. Rien que si on prend le marché français, on empruntait à 1% sur 20 ans au début de l'année 2022. On emprunte aujourd'hui, là, en novembre 2022, à plus de 2%. 2,2% je crois en moyenne sur 20 ans. Et encore une fois, on fait partie des pays qui sont peut-être les moins à plaindre, notamment si on compare par rapport à nos voisins allemands, puisque sur 20 ans, nos voisins allemands empruntent déjà presque à 4%. Donc, on voit que ça change quand même des choses assez structurelles sur l'accès au crédit et donc sur le marché de l'immobilier. Et surtout que Thomas Lefebvre, alors effectivement, quand on parle de crédit immobilier en France, on a cette habitude, puisque c'est une généralité ou presque, d'emprunter à taux fixe. Donc on parle de 1, 2 ou 3%, effectivement, mais avec cette idée que ce taux reste fixe à partir du moment où on a contractualisé avec une banque. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays européens si on reste cantonné à l'Europe. Oui, exactement. Et c'est une caractéristique qui est très importante par rapport à notre marché. C'est que d'une certaine manière, on est un peu plus protégé. Les particuliers français sont un peu plus protégés, notamment ceux qui ont déjà souscrit des crédits, puisque même si les taux augmentent, les ménages français ne voient pas le risque de voir leur mensualité augmenter, alors qu'en face, on aurait en plus la valeur de leurs biens qui pourrait diminuer. On ne va pas observer ça en France, puisque 98-99% des crédits sont faits à taux fixe. Cependant, dans d'autres pays européens, notamment dans les pays du Nord, c'est plutôt l'inverse et on va avoir un peu plus de crédits variables, voire même presque plus de la moitié des crédits dans certains pays du Nord vont être à taux variable, et ce qui peut avoir des conséquences évidemment pour des revalorisations du coût de mensualité qui vont être indexé sur cette augmentation de taux et qui pourrait avoir du coup des effets un peu plus dévastateurs pour les ménages. Et encore une fois, si on compare par rapport à nos voisins allemands, la manière dont le crédit est fait en Allemagne, c'est pratiquement tous les 10 ans, les Allemands doivent renégocier leur crédit et refont des crédits. Et donc, ça peut avoir des impacts aujourd'hui pour des personnes qui doivent se réendetter pour continuer de payer leur maison, mais du coup, la mensualité va être du coup un peu plus élevé que par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir avant compte tenu de l'augmentation des taux. Et donc évidemment, ça peut avoir un impact même sur des gens qui avaient emprunté il y a, mettons, 10 ou 15 ans, mais qui doivent aujourd'hui retourner voir leur banquier pour, j'ai envie de dire, réévaluer un petit peu ce crédit, et là, il peut être réévalué à la hausse. Alors, par rapport à 10 ou 15 ans, on va dire que c'était le niveau des taux qu'on pouvait déjà à peu près avoir, mais effectivement, si on prend quelqu'un qui s'est endetté en 2016-2017 avec des taux qui commençaient déjà à baisser, qui pouvaient et là, si on imagine des personnes qui doivent renégocier aujourd'hui, oui, ça peut avoir un impact évidemment puisque la mensualité va augmenter compte tenu du fait que les taux augmentent exactement. J'ai pas exactement les dates en tête par rapport au niveau des taux en Allemagne il y a 10-15 ans, mais c'est à peu près la mécanique évidemment que l'on détaille. Bon, alors on rappelle que les taux variables effectivement ne faut pas que monter, ils peuvent également baisser en fonction du contexte économique, mais dans le contexte actuel, on est plus face à une montée des taux de crédit immobilier. Alors la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact que cela peut avoir sur le marché immobilier. Et ce que je trouve intéressant dans votre façon d'analyser les choses, c'est que vous regardez sur la France, mais également sur d'autres pays européens. Et déjà, est-ce que l'impact de la hausse des taux de la BCE se ressent de la même manière si on prend l'exemple de 3 pays, la France, l'Allemagne ou la Belgique? D'une certaine manière, non, ça ne se ressent pas de la même, ça ne ressent pas de la même façon. Pour l'instant, les marchés, on va dire, d'Europe de l'Ouest retiennent un peu leur souffle. Que ce soit la France, la Belgique même. Je regardais avant notre appel entre l'Espagne, l'Italie, c'est des marchés qui, pour l'instant, en fait, augmentent beaucoup moins, mais on reste sur une tendance qui reste positive. On voit quelques villes qui commencent à vaciller, notamment à Paris, on l'a déjà commenté ensemble, mais c'est d'autres effets que la hausse des taux. C'est aussi des situations que même certaines capitales européennes ont connues, comme Paris, par rapport à ces effets après la crise sanitaire, ces effets psychologiques de, en fait, on veut vivre plutôt un peu plus loin, vers des maisons, etc. Ce n'est pas qu'un phénomène parisien, on l'a vu aussi dans d'autres capitales européennes, un peu ce désamour des grandes villes. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est le marché allemand, encore une fois, parce que vu que l'impact, vu que les taux ont quand même beaucoup plus remonté en Allemagne que dans les autres pays, beaucoup plus vite, on a un impact sur le marché de l'immobilier. Sur le marché de l'immobilier qui est visible sur les indices de prix en Allemagne, puisque ça a commencé à baisser de manière générale en Allemagne, et le marché a baissé dans la plupart des grandes villes allemandes. Si vous prenez l'exemple d'une ville comme Munich, qui est la ville la plus chère
d'Allemagne avec, en gros, on est à 9 000 € en moyenne du mètre carré sur une ville comme Munich. Sur le dernier trimestre, donc le troisième trimestre de 2022, les prix ont baissé de 2,5%. Une ville comme Francfort aussi, qui est un bassin économique allemand, les prix sont de l'ordre de 6 500 €. Ça peut être comparé à des villes, alors c'est même un peu plus cher que Lyon. Ça peut être, ouais, c'est entre Lyon et Bordeaux. Les prix ont baissé de 3% là sur le dernier trimestre. Donc, et d'une manière générale, les prix en Allemagne ont baissé et ont entamé cette phase de décroissance après 5 ans, on va dire, d'euphorie. Si on compare prix, l'évolution des prix sur les 5 dernières années en Allemagne et en Belgique, les prix et en France, les prix en Allemagne ont vraiment augmenté très fortement, beaucoup plus qu'en France ou en Belgique. Et là, on a une baisse significative qui s'explique évidemment par ce changement de contexte politique monétaire et de l'application sur les taux d'intérêt. Alors, je précise que quand vous dites les prix, c'est les prix de l'immobilier, bien sûr, effectivement, dans un contexte inflationniste où le reste des prix, pour le coup, est plutôt sur une tendance à la progression. Alors, vous avez mené une étude sur le sujet, Housing Market Report, des chiffres qui datent de fin octobre. Donc, on voit effectivement que l'effet est plus marqué en Allemagne, un peu moins en France et en Belgique, où on constate quand même qu'il y a des légères hausses encore parfois de prix de l'immobilier. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on va voir cet effet qu'on voit en Allemagne aujourd'hui, en France ou en Belgique dans quelques mois, selon vous ? C'est une très bonne question. C'est probable, compte tenu des différentes annonces que l'on voit de la BCE sur le fait que ces hausses de taux ne sont pas terminées. On devrait, en France, par exemple, emprunter à 3% dès 2023. La BCE, elle l'a annoncé, on aura une nouvelle augmentation de taux en décembre. Donc, ça aura des répercussions sur le crédit. On va avoir moins d'acheteurs dans l'ensemble de nos pays. On va avoir une demande qui va commencer à se tasser. Au-delà de l'augmentation des taux, c'est aussi les banques, globalement, qui vont se montrer aussi beaucoup plus frileuses et donc vont restreindre l'accès au crédit. Et c'est pas qu'un effet français, ça va être un effet général. Donc, oui, il y a quand même de grandes chances pour que ce qu'on voit en Allemagne dans la plupart des grandes villes, ça se répercute aussi en France, dans les grandes villes. Après, il reste des marchés, mine de rien, français, dans lesquels, même si les taux continuent d'augmenter, il y a encore de la place pour que les prix augmentent. Et on a une demande, mine de rien, depuis la crise sanitaire qui reste élevée et qui recherche des maisons. On a un marché de l'immobilier, globalement, qui est quand même caractérisé par une pénurie d'offres. Et donc, même s'il y a un peu moins de demandes, en face, il y a quand même très peu d'offres. Et donc, le peu de maisons qui vont être à vendre dans les territoires qui restent plébiscités aujourd'hui, ça devrait quand même contribuer à maintenir des prix au niveau actuel, voire une légère augmentation. Donc, je pense nous pensons que, d'une manière générale, si on regarde les prix en France, ça devrait rester stable, en Belgique également, mais sur certaines poches de villes qui sont très chères, dans lesquelles le pouvoir d'achat va être de plus en plus contraint dû à l'augmentation des taux, c'est dans ces villes-là qu'on devrait avoir une certaine correction. Et c'est ce qu'on observe déjà typiquement du coup en Allemagne, puisque, comme on le disait, la plupart des grandes villes en fait sont orientées à la baisse. Merci beaucoup Thomas Lefebvre de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes vice-président au sein du groupe Aviv qui détient notamment en France Meilleurs Agents ou Se Loger. Merci de nous avoir accompagnés Thomas. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se concentrer sur les stratégies de gestion, ou en tout cas les stratégies de placement au sein de son assurance vie, en prenant en compte le contexte inflationniste actuel. Une des réponses est notamment le fait d'utiliser ou d'intégrer de plus en plus d'unités de compte, mais derrière le terme unité de compte se cachent beaucoup de types d'unités de compte différentes. On parle évidemment d'actions, mais on peut également parler d'unités de compte immobilières ou d'autres types d'unités de compte qui peuvent également permettre de diversifier son placement en assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir également d'accueillir Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. Jérémy Chor, vous allez plus nous parler d'unités de compte immobilière. On va en parler dans un instant ensemble. Juste avant, Cédric Marc, j'avais envie de vous poser une question. Vous accompagnez vos clients de manière un peu globale sur des sujets d'investissement. Est-ce que vous voyez souvent des clients venir vous voir en vous disant « j'ai pris conscience qu'il y avait un sujet d'inflation, j'ai pris conscience qu'il y avait un contexte inflationniste quand je vais au supermarché ou autre et j'ai envie d'intégrer cette nouvelle normalité dans mes placements aujourd'hui ».
Alors, non, c'est plutôt à mon initiative, parce que depuis 2 ans, c'est un sujet que l'on traite régulièrement. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, en 2020, on a eu un choc d'offres. Bien sûr. En 2021, on a eu un choc de demande. À cela, l'euro a fortement baissé et puis l'explosion de l'énergie a fortement augmenté. Tout ça, ça a fait une inflation importée. Donc, pour répondre à votre question, non, c'est pas depuis quelques mois que les clients en parlent, mais ça fait depuis, moi je dirais, depuis un peu plus de 2 ans. C'est un sujet récurrent. On dit, voilà, mais ça fait 2 ans que c'est vous qui leur en parlez, ou ça fait 2 ans que c'est eux qui vous en parlent? Non, c'est quand même le professionnel qui doit expliquer à ses clients qu'il y a un sujet au niveau de l'inflation quand on parle de placement. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait une inflation. Bon, clairement, pas aussi importante que ce qu'on voit actuellement. Non, ça c'est vrai. Et donc du coup, quand on prend, donc ce que je comprends quand même, c'est qu'il y a cette idée qu'il n'y a pas forcément cette conscience de l'impact que peut avoir l'inflation sur ces placements. Donc le sujet, c'est justement comment faire en sorte de contrer l'inflation dans ces placements. Si on prend le cas de l'assurance vie, alors on va en parler avec vous, Jérémy Chor. Généralement, dans une assurance vie, on a une partie en fonds en euros qui garantit le capital, mais qui offre peu de rendement, et ensuite une partie en unité de compte qui peut venir dynamiser tout cela. Et la part entre l'un ou l'autre va dépendre du profil de risque globalement de l'investisseur. Aujourd'hui, on est alors effectivement face à des rendements obligataires qui augmentent un peu, mais les fonds en euros pour l'instant n'ont pas délivré des performances plus élevées que ce qu'on pouvait voir avant. Et on a des unités de compte qui, lorsqu'elles sont investies en actions, souffrent un petit peu de l'évolution des marchés financiers depuis quelques mois actuellement. Et pointe le bout de son nez depuis longtemps, mais en tout cas revient un petit peu dans les stratégies actuelles, les unités de compte immobilière. Alors là, on parle de SCPI, SCI ou EPCI qu'on peut intégrer dans son contrat d'assurance vie. Oui. C'est une question. Voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est exact. L'immobilier, c'est une des classes d'actifs parmi les actions, les obligations, les matières premières, etc. Et évidemment, quand on fait de la gestion de patrimoine, il faut veiller à être présent sur toutes ces classes d'actifs, à respecter la règle numéro 1 qui est la diversification, ne pas être surexposé sur une de ces classes d'actifs. Quelle qu'elle soit, bien sûr. Quelle qu'elle soit, mais effectivement, l'immobilier a sa place dans les contrats d'assurance vie ou dans les contrats de capitalisation. Et alors, comment est-ce qu'on prend en compte l'immobilier par rapport à l'habitude qu'on a de choisir entre fonds en euros ou actions ? On va regarder 2 principes qui sont des fondamentaux quand on fait de la gestion de patrimoine. C'est quel est l'objectif de performance recherché par notre client, l'épargnant, et quelle est la durée de placement. Et en fonction de ces 2 données-là, on peut ou pas mettre de l'immobilier. On ne fera pas de l'immobilier si on cherche un rendement à 10% et si on cherche du court terme. En revanche, si on fait un investissement sur du long terme et qu'on cherche un objectif entre 4 et 5%, la classe d'actifs de l'immobilier répond bien et rentre parfaitement dans les cases dans les contrats d'assurance vie. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Il y a cette idée quand même qui est assez répandue quand on lit un petit peu la presse financière, de dire que les unités de compte immobilières présentent des caractéristiques qui pourraient venir être similaires ou en tout cas être une alternative aux fonds euros, à savoir que ce serait plus sûr en termes de variation de valorisation que des actions, et en même temps que ça proposerait des rendements un peu plus élevés. Est-ce que cette affirmation est vraie selon vous, Jérémy Chor ? Chez nous, c'est une vraie conviction. Effectivement, aujourd'hui, il y a 85% de l'épargne des Français en assurance vie qui est sur des fonds euros, parce qu'on est un pays où on est très prudent, où on recherche la sécurité du capital. Avec des rendements des fonds euros qui approchent dangereusement des 1%, je pense que la plupart des clients vont d'eux-mêmes couper cette garantie en capital, en partie au moins, pour aller chercher plus de performance. Et c'est vrai que l'immobilier répond bien à cet objectif-là, parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est peu volatile et qui a des performances nettement supérieures à la classe d'actifs des fonds euros, puisqu'on est plutôt vers 4% en moyenne. Donc ça coche toutes les cases pour répondre à cette alternative de transformer une partie de son épargne où on a une garantie en capital et aller chercher un peu plus de performance tout en ayant un risque maîtrisé. Alors les performances, on va en parler. Justement, j'ai envie de vous poser la même question, Cédric Marc. Effectivement, quand on voit des fonds euros délaissés, alors je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'effectivement, Jérémy Chor l'a rappelé, il y a encore beaucoup d'épargnants qui possèdent des fonds euros au sein d'un contrat d'assurance vie aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on cherche des alternatives, est-ce que les unités de compte immobilières font partie d'une alternative possible aux fonds euros, si tant est qu'on ait compris exactement dans quoi on investissait et que ça n'était pas un fonds euro ? Je trouve que le gros avantage par rapport à ce que disait Jérémy, c'est que ces fonds immobiliers, voire ces fonds d'infrastructure dont je vous parlerai juste après, ils sont indexés sur l'inflation.
Voilà, et donc c'est un bon proxy pour avoir un revenu couvert de l'inflation. Avec cette idée, donc, l'inflation ne viendrait pas remettre en danger le business model potentiellement de ce dans quoi on a investi et donc de ne pas perdre de performance à la fin, c'est ça? D'avoir en fait... Ou pas de perte en capital en tout cas. C'est ça, exactement. Jérémy Chor, du coup, si on parlait de performance un petit peu, déjà on parle de SCPI, on parle d'OPCI, on parle de SCI. Globalement, alors effectivement, c'est investi en immobilier, c'est pas investi de la même manière, ou en tout cas, on n'intègre pas exactement les mêmes choses dans l'enveloppe de placement. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une performance de 4% quand on investit en unité de compte immobilière. C'est la performance à laquelle on doit s'attendre, si tant est qu'on ait choisi les bons placements au bon moment et que ce soit bien géré. Alors, il faut nuancer un tout petit peu les 3 catégories d'unités de compte immobilière, puisque vous avez dit c'est des fonds immobiliers. L'OPCI est un fonds hybride. Oui, il n'y a pas que de l'immobilier. Il n'y a pas que de l'immobilier, il peut y avoir jusqu'à 40% d'autres choses, d'autres classes d'actifs que de l'immobilier, et c'est la raison pour laquelle les OPCI ont sous-performé, notamment en 2020, puisqu'il y avait beaucoup de foncières cotées à l'intérieur des OPCI dans la poche financière. Et comme les foncières cotées ont dégringolé, les OPCI ont eu des performances négatives. Alors que sur des SC, des SCI ou des SCPI, on est généralement sur des purs produits immobiliers. Et donc là, on a des performances qui sont entre 3 et 5% pour les véhicules, on va dire, généralistes, et parfois sur des performances supérieures à 5% quand on est sur des véhicules spécialisés. Je vous donne des exemples. Via Génération, qui est un fonds qui investit dans du viager, l'année dernière, en 2021, a délivré une performance de 5,79%. Alors que des unités de compte plus généralistes, comme GFPR par exemple, 4,62 en 2021, Capimo, qui est la plus grosse SCI du marché, 4,12%, et d'autres nouvelles SCI qui arrivent sur le marché, on est autour de 4%. Et sur les SCPI, la moyenne du marché en 2021, c'était 4,49%. Quand on parle de performance, alors effectivement, on donne des performances différentes, entre 3 et 6%. Il y a un risque plus grand qui est pris quand on va vers des SCI ou SCPI qui proposent une performance plus élevée? Forcément. Comme pour tous les investissements, la performance est une contrepartie d'un risque. Donc plus il y a de performance, plus le risque normalement est censé être présent. Alors ça, c'est pour les unités de compte immobilières, mais il y a d'autres manières de dynamiser un contrat d'assurance vie avec des unités de compte. Et Cédric Marc, vous nous avez notamment parlé d'infrastructure. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une unité de compte en infrastructure. Qu'est-ce que c'est concrètement? On investit dans un fonds qui lui-même va investir dans les infrastructures? Alors en fait, vous avez deux types. Soit vous investissez dans des fonds actions qui sont spécialisés dans les infrastructures. Vous avez des grands fonds comme par exemple M&G ou Macquarie. Voilà, ils ont une couverture qui est internationale où ils vont du co-investissement avec des assureurs. On a par exemple Generali qui a créé une unité de compte sur laquelle, en fait, pour ses fonds propres, ils investissent dans des grands projets d'infrastructure européens. Ils invitent les épargnants à investir avec eux. D'accord. Ce qui permet d'avoir une rentabilité comprise entre, je dirais, 4 et 5%. D'accord, oui. C'est un avantage, c'est que ces grands contrats sont indexés sur l'inflation. Et là, on parle de construction de routes, de ponts, de parkings, d'aéroports, c'est ça, non? Mais c'est aussi ça peut être aussi des infrastructures sociales, ça peut être aussi la fibre, etc., des ports, des autoroutes, etc. Voilà. Et ça, les contrats au départ sont indexés à l'inflation. Donc globalement, quand on est investisseur, on sait que si les prix augmentent de 5%, ce qui sera versé à l'investisseur augmente également de 5%. Je discutais récemment avec le gérant d'un fonds qui s'appelle M&G Global Infrastructure. Il nous disait en fait que 85% des lignes et des contrats en fait ont une indexation sur l'inflation. D'accord. Je trouve que c'est une bonne stratégie pour celui qui souhaite essayer d'obtenir un complément de revenu en se protégeant le plus possible de l'inflation. Alors clairement, on a un rendement qui est à peu près à 3,50. Aujourd'hui, ça ne couvre pas l'inflation. Mais c'est un bon complément entre création de plus-value
lorsque Bien vous sûr, investissez sur oui, oui. ces valeurs-là, et puis génération des revenus. Non, et puis j'imagine qu'effectivement, ça va être un vrai questionnement pour l'épargnant de se dire, est-ce que je veux compenser l'inflation et donc aller prendre plus de risques pour aller à 6, 7, 8%, si tout dépend de ma stratégie, ou est-ce que je veux juste limiter la perte, et donc là, tout en limitant le risque de perte en capital. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous poser la question, et j'y passe tout de suite, puisque en fonction du timing de l'émission, c'est les produits structurés. Tout ce que je lis aujourd'hui sur les produits structurés tendent à nous dire que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour investir dans un produit structuré, ou en tout cas que ça offre un certain nombre d'alternatives, particulièrement dans le contexte économique que nous avons. Bon, moi j'aime bien tempérer un petit peu quand même ce que j'entends ou ce que je lis. Quel est votre avis sur l'intégration d'unités de compte qui se baserait sur des produits structurés ? Alors l'intérêt du produit structuré, c'est que pour pouvoir créer un revenu important, supérieur à l'inflation, il faut que le sous-jacent soit volatile. Alors en ce moment, clairement, on est servi. Et de ce fait, au sein du cabinet, nous mettons en place deux types de stratégies. Des stratégies qui vont vous distribuer un coupon dans des marchés baissiers, c'est d'actualité. Bien sûr. Et moi, j'essaye de créer des produits qui créent des coupons de 2% par trimestre, c'est-à-dire 8% par an. Et puis, ou alors, l'autre alternative, c'est des produits qui vont distribuer un coupon plus important, généralement 50% de plus que le Phoenix Mémoire, dans un marché stable ou légèrement positif. Donc aujourd'hui, je trouve que compte tenu de la volatilité, compte tenu de la possibilité de sortir des coupons importants, pour tenter de couvrir une inflation qui est supérieure à 6 en France, supérieure à 10 en Europe, le produit structuré offre un très bon compromis, d'autant plus qu'il intègre une garantie en capital. D'accord, oui. Avec moins 30, moins 40, moins 50. Et pour répondre aussi à votre... Alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent très rapidement, une garantie en capital avec moins 30, moins 40, moins 50, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il le capital est garanti ou jusqu'à un certain niveau de perte ? Alors il est protégé jusqu'à une barrière de X%. D'accord, oui. Pour revenir à la notion de garantie en capital, vous avez dorénavant, compte tenu de la remontée des taux, eh bien, depuis cet été, où on a la possibilité de créer des produits structurés avec garantie en capital qui délivrent des coupons garantis, donc c'est-à-dire capital et coupons garantis entre 3,5 et 4%, ce qui était inconnu depuis quelques années. Très, très rapidement, sur les produits structurés, Cédric Marc, quel risque faut-il être prêt à prendre pour aller sur les produits structurés ? Il faut être capable d'accepter une volatilité de sa valeur liquidative entre deux dates de constatation. Ça, c'est évident. Allez-y, très rapidement. Très rapidement, je voulais aussi vous parler que la troisième option pour couvrir l'inflation, c'est aussi l'obligataire, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a une fenêtre mais exceptionnelle de l'obligataire, tout particulièrement sur des fonds à échéance, des fonds datés, où on arrive à avoir des rendements qui sont sur moins de 2 ans à 6%. Des fonds comme par exemple Senso, Objectif Durable 2024, ou même des fonds qui sont inférieurs à 1 an, avec des notations triple B où on arrive à avoir des rendements supérieurs à 3%. Et on va devoir finir là-dessus. Merci beaucoup Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Merci Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance, pour ce focus sur les unités de compte immobilières et sur d'autres types d'unités de compte également pour venir dynamiser son portefeuille d'assurance vie. Merci à vous de nous avoir suivis et Smart Patrimoine vous retrouve demain sur Bismart.